Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. La propagande terroriste sur Internet en débat au Sénat. De son côté, l'exécutif veut alerter sur les risques d'embrigadement djihadistes qui font chaque jour de nouvelles victimes. Un site spécialisé vient d'être mis en ligne, stop-djihadisme.gouv.fr. Le fonctionnement du Sénat a pointé du doigt. Des propositions de réforme vont être annoncées par Gérard Larcher le 11 mars prochain. À l'heure de la transparence, comment l'institution peut-elle évoluer? Débat à suivre dans ce journal. Les sociétés d'autoroutes veulent poursuivre l'État en justice après l'annonce du gel des tarifs des péages. Manuel Valls réplique et dit attendre les conclusions d'un groupe parlementaire sur ce sujet. Les explications dans un instant. La lutte contre la propagande djihadiste sur Internet s'intensifie. Le gouvernement lance un site spécialisé pour mettre en garde contre l'embrigadement. Au Sénat, la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes organisait cet après-midi une table ronde sur ce sujet, alors que la décision de l'exécutif de bloquer certains contenus sans passer par un juge inquiète les défenseurs des libertés. Louis Sibyl. C'est un petit manuel. Un site du ministère de l'Intérieur reprend les mêmes armes que les cyber-djihadistes et retrace le processus de radicalisation qui passe d'abord par les réseaux sociaux. Objectif, dénaturer la propagande djihadiste. Une communication choc. Depuis les attentats, le gouvernement met les bouchées doubles pour lutter contre le cyberterrorisme. Une plateforme a été mise en place pour signaler des contenus illicites sur la toile. Entre 2013 et 2014, il y aurait eu 3 fois plus de discours djihadistes sur Internet. Nous signalons un certain nombre de comportements sur les réseaux sociaux. La réactivité de Facebook est adaptée à la législation américaine et n'est pas systématiquement adossée à la nôtre. Il y a des choses que nous considérons comme illicites et qui ressortent pour les Américains du premier amendement, par exemple, et qui modèrent finalement leur approche de notre demande. C'est bien une guerre sur la toile qui est engagée. Le Premier ministre parle de cyberpatrouille, dans la gendarmerie notamment, avec un renfort de 60 personnes pour lutter contre le terrorisme sur Internet. Une commission au Sénat cherche à voir comment accélérer le processus de signalisation. Dans le collimateur, les hébergeurs de sites sommet d'agir plus promptement. Certains défendent la liberté d'expression. On va tenter de transformer les acteurs d'Internet, que ce soit Twitter, Facebook ou Google, en une espèce de police privée du cyber-djihad. Et on voit fuser les réactions de la part du Premier ministre et du Président de la République qui vont dans ce sens. En tout, 60 millions d'euros vont être spécifiquement consacrés à la prévention de la radicalisation. Selon Manuel Valls, 3000 personnes seraient à surveiller. Le Sénat réfléchit à une réforme de son fonctionnement et de sa gouvernance. Des mesures sont attendues dès le 11 mars prochain. Une annonce de Gérard Larcher qui intervient dans un contexte où le train de vie des sénateurs est à nouveau critiqué. Jérôme Rabier. Le Sénat est attaqué, le Sénat est critiqué. Et Gérard Larcher est conscient que l'image de l'institution décline dans l'opinion. S'il juge certaines critiques injustifiées, il constate tout de même lui aussi certaines carences. Quand même, on est un des derniers parlements où, même si c'est le rôle d'un parlement où on parle beaucoup trop, de manière répétitive, on est en train d'examiner. Puis on a un autre groupe de travail sur la gouvernance. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous le 11 mars prochain pour parler de la gouvernance. Rendez-vous le 11 mars pour les annonces concrètes. Pas question d'accélérer le travail des groupes qui planchent sur ces évolutions. Mais les pistes sont clairement identifiées. À la fois des décisions sur le temps de parole. Croyez-moi, c'est pas facile. C'est vrai aussi pour les questions d'actualité. Il va falloir qu'on change sur la manière de faire. Et je pense que tout ça... on va essayer de le mettre en place, mais il faut un espèce de pacte entre les groupes pour qu'on accepte. Parce qu'on ne peut pas se plaindre et après ne pas bouger du tout. Et il a d'ores et déjà annoncé que le texte sur la transition énergétique serait voté, comme celui sur la compétence des collectivités hier, selon la procédure du vote solennel. C'est-à-dire qu'un sénateur ne peut porter qu'une procuration d'un autre élu, limitant ainsi l'abstention. Les annonces du 11 mars prochain permettront de savoir si le Sénat réussit à s'adapter aux critiques dont il est la cible depuis plusieurs mois. De l'aveu même de son président, c'est son existence même qui en dépend. Et on reparlera de la réforme du fonctionnement du Sénat à la fin de ce journal avec nos invités.
À noter par ailleurs que le bureau du Sénat a rejeté la demande de création d'un groupe d'amitié autonome France-Qatar. Cette demande avait été formulée par l'UMP Pierre Charon, réputé proche de Nicolas Sarkozy, au motif qu'il existe déjà un groupe d'amitié France-Arabie Saoudite et Moyen-Orient au Sénat. Et on reste au Sénat avec le rejet ce matin en commission d'une proposition de loi écologiste pour un usage et une vente contrôlée du cannabis. Alors que le premier médicament à base de cannabis doit bientôt arriver en pharmacie, le débat est lancé. Pauline Dame. Et si le cannabis devenait légal ? Presque un an, jour pour jour, après le dépôt de la proposition de loi de l'écologiste Esther Benbassa, l'idée a encore du mal à passer au Sénat. Le sénateur Jean Desessarts dresse pourtant un rapport accablant de la politique de lutte contre le cannabis. Malgré une répression sévère et un coût estimé à 676 millions d'euros, la France reste l'un des premiers pays consommateurs en Europe. On compte aujourd'hui 1 200 000 usagers réguliers. En 2011, 42% des jeunes de 17 ans avaient déjà expérimenté cette substance. Un constat cinglant qui justifie, selon le sénateur, la nécessité d'un usage contrôlé du produit. Ça permettrait de contrôler, d'assécher les mafias, de faire des économies dans la lutte contre la répression, de faire des économies dans le sens qu'il y aurait des recettes, puisque c'est l'État qui serait l'organisateur de la vente de cannabis et ça permettrait des recettes supplémentaires dès qu'il y aurait des taxes sur la vente de cannabis. Légaliser, un terme qui suscite beaucoup de débats jusque dans les couloirs du Sénat. Ils légalisent un produit qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Réduire à une simple loi avec un article disant on légalise dans certaines conditions des produits à certains dosages nous paraissait trop restrictif et avec un message brouillé. La proposition de loi sera examinée en séance publique le 4 février prochain. Les initiateurs du texte devront savoir convaincre. Dieudonné condamné à 30 000 € d'amende pour ses propos antisémites visant le journaliste Patrick Cohen. 24 heures Sénat, tout de suite, mon invité, le sénateur socialiste Gaëtan Gors. Et mon invité ce soir, Gaëtan Gors, bonsoir, sénateur socialiste de la Nièvre. Merci d'être avec nous. Vous avez organisé aujourd'hui une grande journée intitulée pour un nouveau contrat industriel. Qu'est-ce que c'est exactement ce nouveau contrat industriel ? C'est partir d'un constat malheureusement simple que tout le monde peut faire mais qu'on a tendance à oublier, c'est que notre industrie, ce qui représente une bonne part de notre richesse et de nos emplois, est en état d'urgence. On le sait depuis le rapport gallois, mais on peut constater sur les 10 dernières années comment les choses se sont passées. Et il nous semblait indispensable de rappeler les enjeux qui ne se résument pas à l'allègement des cotisations sociales et au pacte de responsabilité. Ces enjeux, quels sont-ils ? On a vu hier les chiffres du chômage. Il n'y a jamais eu autant de chômeurs en France. Ces chiffres sont catastrophiques. En un an, une augmentation de 5,7%. On a perdu 2 millions d'emplois dans l'industrie en 30 ans et la part dans la richesse nationale a diminué d'un tiers. On est maintenant moitié moins influent en termes industriels que le sont les Allemands par rapport à la richesse nationale. Or, un emploi industriel, ça génère entre 2 et 3 emplois autour de lui, alors qu'un emploi de service, ça n'en génère à peu près que 0,5. Autrement dit, soutenir l'industrie, c'est soutenir très largement l'emploi. Et une des raisons pour lesquelles on a aujourd'hui des difficultés très importantes, c'est que notre industrie est en recul, parce qu'elle n'est pas assez compétitive, parce qu'elle n'est pas assez présente sur les territoires. Donc il était important d'en parler et de montrer que ça devait être un sujet de réflexion et demain que la solution aussi était à travers le dialogue social notamment. Justement, ce dialogue social, il est en panne, on le sait, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord en vue de la prochaine loi qui doit être débattue ici au Parlement. Comment faire pour restaurer la confiance entre patronat et syndicats ? Parce qu'on ne parle pas des bons sujets. En l'occurrence, la question évidemment, c'est très important, la représentation dans les petites entreprises, c'est très important l'avenir des instances dans les entreprises de plus de 50 salariés, mais ce n'est pas vraiment ça. La question, c'est de quoi débattons, sur quoi négocie-t-on dans l'entreprise ? Quelle place on donne aux salariés ? On voit, et en tout cas c'était notamment les conclusions de toute la discussion que nous avons eue aujourd'hui, c'est de montrer que nous ne pouvons faire progresser l'organisation du travail, améliorer notre productivité, que si on mobilise les compétences et par conséquent si on fait confiance aux salariés, si on les associe plus aux décisions, si on les fait participer à la négociation du plan de formation, bref, s'ils ont un rôle à jouer dans lequel
toute leur capacité, leur savoir-faire est mobilisé. Il a également été question aujourd'hui lors de cette journée que vous organisiez de la croissance. On sait que la loi Macron est en discussion à l'Assemblée nationale, cette loi qui veut libérer justement l'activité et la croissance. Est-ce qu'elle va être votée au Sénat quand elle va arriver, cette loi? Je ne sais pas si elle sera votée, très sincèrement. J'allais vous dire de manière presque un peu désobligeante, provocatrice, que ça n'a pas beaucoup d'importance de mon point de vue. Ce qui a de l'importance si on veut relancer la croissance, c'est justement de mettre le paquet sur l'investissement, d'aider notre industrie à passer le cap de la transition énergétique, bref, d'investir pour l'avenir. Il s'agit là de toute une série de mesures qui, certaines sont critiquables, d'autres sont plutôt acceptables, mais très sincèrement, elles ont une importance marginale. Vous iriez jusqu'à les qualifier de mesurettes? Je ne voudrais pas être, je ne voudrais pas être trop désagréable, mais enfin, en tout cas, ça me paraît pas être l'essentiel. Elle va pas dans le bon sens, donc, cette loi? Oh, non, je dirais qu'elle n'est pas... Au moment où nous avons à faire face à des enjeux majeurs pour relancer l'activité, pour soutenir l'emploi, vous avez rappelé les chiffres du chômage, où il faut investir pour préparer l'avenir, faire face à une compétition économique extrêmement rude, où il faut redonner confiance aux salariés, très sincèrement, elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous évoquiez également le pacte de responsabilité, pas encore mis en place dans toutes les branches et déjà contesté. Est-ce que finalement cette baisse des charges aux entreprises, c'est pas un cadeau que l'on a fait au patronat? On en a parlé tout au long de la journée, ce n'est pas un cadeau au patronat, mais le gros reproche qu'on doit faire à ce dispositif, c'est qu'il n'est pas ciblé. Jean-Cyril Spinetta ce matin disait pas différencié. On aide tout le monde de la même manière. Ce qu'il faut aider, c'est l'industrie qui est dans une situation de compétition parfois féroce avec l'extérieur, alors qu'avec ces baisses de cotisation, on aide toutes les entreprises, y compris celles qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire celles qui sont protégées. Rapidement, pour conclure, est-ce que vous pensez que le nouveau contrat industriel tel que vous l'avez présenté va permettre d'inverser cette tendance de désindustrialisation qui frappe la France? Si la prise de conscience se fait dans les pouvoirs publics, les responsables syndicaux de la même manière qu'il s'est fait au cours de la journée, puisque nous avons organisé ça avec des universitaires, Gabriel Coletti, Saël Moumo, avec d'autres structures, oui, si la prise de conscience se fait, c'est-à-dire que si on tire les conséquences de ce que nous avons sous les yeux et que le rapport Gallois nous a montré. Merci Gaëtan Gors, Merci vous restez avec nous pour parler d'un autre sujet, celui de la réforme du Sénat dans un instant. Au lendemain de l'adoption au Sénat à une large majorité du projet de loi NOTRe sur le partage des compétences entre régions et départements, Claudie Le Breton, le président socialiste de l'Assemblée des départements de France, s'est déclaré convaincu qu'un compromis est à portée de main entre gouvernement, députés et sénateurs sur la réforme territoriale. Ce qui est sorti du projet tel qu'amendé par les sénateurs nous va bien, a-t-il déclaré. Nouveau rebondissement dans l'affaire des péages autoroutiers. L'État a annoncé hier le gel des tarifs alors qu'une revalorisation avait été actée entre le gouvernement et les sociétés concessionnaires au 1er février. Le Premier ministre Manuel Valls dit attendre les conclusions d'un groupe de travail parlementaire. Quentin Calmy. La tension monte encore d'un cran dans la guerre des nerfs entre gouvernement et sociétés d'autoroutes. Aujourd'hui, les pouvoirs publics justifient le gel des tarifs autoroutiers. Comme il y a une négociation en cours pour remettre à plat les mécanismes de concession autoroutière, de tarifs, il a paru plus raisonnable aujourd'hui de geler les projets de hausse des tarifs pour avoir le temps de travailler, de réfléchir et de savoir comment on restabilise des concessions autoroutières. Avoir le temps de travailler et fourbir ses armes, notamment grâce aux députés et sénateurs. Manuel Valls compte réunir tous les mercredis un groupe de travail pour décider de renégocier les contrats entre l'État et les sociétés d'autoroutes ou les résilier. Patrick Chaise était parmi les parlementaires reçus à Matignon hier. Il n'y a pas de réflexion arrêtée, il n'y a pas de position des figés aujourd'hui, en tout cas dans les échanges qu'on a pu avoir. Je pense très franchement que si on arrivait déjà à clarifier un certain nombre d'éléments de ces contrats de concession afin de pouvoir avoir une transparence sur les questions de tarification, sur les questions notamment de travaux supplémentaires, on aurait fait un grand pas. À l'origine de l'épreuve de force, ce rapport de l'autorité de la concurrence, publié en septembre. On y parle très clairement d'abus de la part des entreprises concessionnaires. En les privatisant en 2006, l'État a vendu une rente. Rente, le mot est lâché et les entreprises d'autoroutes le réfutent catégoriquement. Elles ont décidé d'attaquer la décision du gel des tarifs face au Conseil d'État et dénoncent, je cite, un débat politicien dont elles n'ont pas vocation à être les otages. 24h Sénat, tout de suite le débat.
Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat consacré ce soir à la réforme du Sénat. Sa gouvernance, son fonctionnement était à l'ordre du jour du bureau du Sénat ce matin avec nos invités ce soir. Christian Cambon, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UMP du Val-de-Marne, merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, David Gaillou, bonsoir. Vous êtes administrateur de l'association Regard Citoyen. Vous allez nous la présenter dans un instant. Et Gaëtan Gors, sénateur socialiste de la Nièvre. On a vu Gérard Larcher aujourd'hui qui promettait dès le 11 mars des mesures. Et elle dit qu'elles ne seront pas cosmétiques sur une réforme du Sénat. Il est urgent de réformer le Sénat. Christian Cambon. Il y a sûrement toujours des progrès à faire pour sans doute mieux faire comprendre le travail des sénateurs, parce que il est de bon ton ici ou là de critiquer le Sénat comme une seconde assemblée qui ne servirait pas à grand-chose, qui n'aurait pas grande utilité dans la République. Et moi je crois tout le contraire. Et je pense que nous aurions certainement, parmi les réformes à annoncer, intérêt à mieux ouvrir les portes du Sénat pour que nos concitoyens voient, y compris au sein des commissions notamment, la quantité de travail qui est faite par les sénateurs qui travaillent. Et croyez-moi, c'est l'immense majorité. Je voyais encore les hémicycles qui sont dont on nous reproche souvent qu'ils soient un peu vides. Eh bien, je trouve que ça se remplit beaucoup et c'est tout ça qu'il faut savoir montrer aux Français pour qu'ils soient fiers du Sénat plutôt que de le montrer du doigt. Gaëtan Gors, une réaction? Moi, je crois qu'il faut faire attention de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin dans nos assemblées, pas seulement le Sénat, l'Assemblée nationale, le plus de transparence, c'est évident. On a tous débat sur les RFM qui va rebondir et je crois que c'est absolument nécessaire de le clarifier. Oui. En même temps, il faut voir l'utilité de nos assemblées, du Sénat en particulier. Alors, on peut faire évoluer ses compétences, son rôle, mais qu'il y ait une deuxième délibération, qu'on prenne le temps d'une discussion juridique et politique plus poussée dans le domaine des libertés, parce que le Sénat s'est toujours beaucoup manifesté dans ce domaine, dans le domaine aujourd'hui du numérique, dans le domaine de la bioéthique, dans le domaine des collectivités locales. C'est utile. Alors, il faut plus de clarté, plus de transparence, mais je pense qu'il faut éviter de hurler avec les loups et de sombrer dans la démagogie qui consiste à montrer du doigt des institutions qui fonctionnent plutôt bien. David Gaillou, est-ce que le Sénat doit se réformer pour redorer son image auprès des citoyens notamment? Alors, oui, le Sénat doit se réformer. Il y a un certain nombre de problèmes qu'on peut constater au Sénat. Ça fait un moment qu'on a essayé de lever là-dessus. On peut notamment penser à la façon dont les votes sur les textes de loi sont gérés, qui sont des votes de groupe, qui sont faits de façon contraire à la Constitution. Et moi, je suis informaticien, je ne suis pas juriste, et juste en lisant la Constitution, on voit tout à fait que ça ne respecte pas la Constitution. Monsieur Larcher a déjà fait plusieurs annonces publiques comme quoi il se pencherait sur le problème. Alors encore hier, on va le préciser, avec un vote qui a été fait pour la première fois, salle des conférences, un vote électronique qui oblige les sénateurs à être présents pour voter. Ce qui est déjà une bonne avancée. Oui. On parle effectivement, on va rentrer dans le détail, des sujets peut-être qui fâchent, cette fameuse IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. Aujourd'hui, il y a une certaine opacité, elle n'est pas fiscalisée. Comment faudrait-il la faire évoluer pour qu'elle ne pose plus de problème? Écoutez, c'est quoi l'IRFM? Derrière ce sigle étrange, c'est les notes de frais. C'est les frais de mission que chaque sénateur assume, puisqu'il n'y a aucun autre moyen. Lorsque vous invitez les maires, les conseillers municipaux, lorsque vous éditez des comptes rendus de mandat, plusieurs fois, moi j'en fais une fois par trimestre, lorsque vous avez des frais de permanence, des frais d'impression, etc., eh bien vous avez une indemnité forfaitaire dont le législateur, depuis des lustres, a dit qu'elle était à la disposition de chaque parlementaire qui l'utilise et qui doit du reste garder les justificatifs. C'est les règles qui nous sont conseillées, les justificatifs des dépenses que vous faites. Et donc, je pense qu'il y a derrière ça, il y a beaucoup de fantasmes. Car sincèrement, il n'y a pas plus de frais de mission de sénateur qu'en a un cadre dans une entreprise. Je l'ai été pendant de longues années et je pense que ça correspond à peu près aux mêmes choses. Il ne s'agit pas de... Et pourtant, elle peut poser problème. Et on a vu encore aujourd'hui dans la presse que certains députés ont pu, par exemple, acheter leur permanence ou leur local avec cet argent. Qu'en pensez-vous, Gaëtan Gors? Je crois qu'il faut déjà avoir de la mémoire, parce que l'IRFM, cette indemnité représentative frais de mandat, elle a été créée au début des années 90 pour mettre un terme à une confusion totale. C'est qu'à cette époque, l'indemnité était mélangée entre ce qui était le revenu de chaque parlementaire et ce qui pouvait être utilisé pour C'est aujourd'hui séparé. Il y a 5 500 € net pour le parlementaire et environ 6 000 € pour l'IRFM. C'est Edith Cresson, François Mitterrand qui ont poussé à cette clarification. On a fiscalisé l'indemnité parlementaire.
ce qui correspond à un revenu. Avant, elle ne l'était que très partiellement. En revanche, on a sorti évidemment cette indemnité représentative de ce qui pouvait être fiscalisé. On n'a pas mis en place de contrôle, en revanche, cette indemnité représentative. Pourquoi? C'est la règle de séparation des pouvoirs. Si le fisc peut contrôler ce que vous faites, des crédits qu'on vous donne pour exercer votre activité, vous lui donnez un moyen de pression, donc au fond, indirectement, au ministre des Finances et au gouvernement. Donc ce qu'on peut reprocher à cette indemnité, c'est pas qu'elle existe, je pense qu'au contraire c'est un élément de clarification, c'est pas qu'elle ne soit pas imposable, je pense que c'est aussi un élément de clarification par rapport aux revenus des parlementaires. Ce qu'on peut reprocher, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Et ce qui serait souhaitable, quand elle ne peut pas l'être par le gouvernement ou par le fisc, c'est qu'elle le soit par une structure ad hoc qu'on pourrait créer, à mon sens, à l'Assemblée comme au Sénat. Je l'avais proposé à Bernard Accoyer lorsque j'étais député. À l'époque, on avait mis de côté ce sujet parce que l'erreur que l'on commet, me semble, dans nos assemblées, c'est comme on en a par-dessus la tête d'être mis en cause, on se dit finalement on va mettre les choses de côté et ne pas en parler pour éviter que ça finisse. Et finalement, ça ressort et ça ressort dans des conditions en général pénibles. Donc il faut créer un contrôle ad hoc qui permette de contrôler l'usage que chaque parlementaire fait de cette indemnité. Que dit Regard Citoyen sur justement l'absence de contrôle de ces indemnités parlementaires? C'est justement le souci. L'indemnité parlementaire, c'est quelque chose qui est totalement justifié parce qu'effectivement, l'exercice d'un mandat, quand il est fait correctement, impose un certain nombre de frais, de déplacements pour des collaborateurs, pour une permanence, pour de la communication. Du reste, comme dans toutes les professions. Il n'y a pas de problème là-dessus. Seulement, au passage, le travail sur l'IRFM qui est un sujet qui vient d'être amené sur la table par Thierry Le Breton et l'Association pour une démocratie directe, qui avait déjà travaillé sur la réserve parlementaire. Et oui, la réserve... Point effectivement ce problème de l'acquisition d'un bien privé avec de l'argent public en ce qui concerne les locaux. La question d'un enrichissement public, d'un enrichissement personnel sur des fonds publics qui sont là pour gérer son mandat pose effectivement question. Il y a eu d'autres discussions, d'autres problèmes qui ont été soulevés plus ou moins publiquement sur l'usage de l'IRFM qui sont également en question. Et effectivement, comme le disaient messieurs les sénateurs, il s'agit essentiellement d'ajouter un contrôle que comme... alors, apparemment, il parlait de garder effectivement leur note de frais, mais comme le font tous les employés qui ont des frais par leur travail, juste de garder les factures et d'être capable de les fournir quand on leur demande des justifications sur l'usage, c'est effectivement vers là qu'il faut tendre, et pour les deux assemblées, parce que c'est le cas également à l'Assemblée nationale. Christian Cambon, c'est vrai qu'il y a ce manque de contrôle sur les indemnités. Il y a aussi peut-être ce qu'on peut percevoir comme certains avantages sur les billets de train, les billets d'avion. On sait que ce soir, un documentaire sur une chaîne concurrente pointe le train de vie des sénateurs. Bien entendu. Je pense du reste que le président du Sénat va répondre à cette émission, puisqu'elle a été tournée dans des conditions de sincérité qui sont à mettre en cause. Les billets, ça, c'est une réalité. Il y a un bureau de transport ici au Sénat. Des billets de train. Il y a des facilités qui sont données aux sénateurs, dont je rappelle qu'ils sont les élus de l'ensemble du territoire national. Donc, ils doivent pouvoir se déplacer d'un endroit à un autre excessivement rapidement. Ils peuvent effectivement le faire à leurs propres frais, mais enfin, dans ce cas-là, ils ne se bougeront plus. Est-ce que vous imaginez qu'un sénateur va prendre le train, histoire de dire, comme c'est gratuit, je vais le prendre, je vais faire un aller-retour pour voir si c'est confortable et si c'est bien. Quand vous prenez le train, c'est parce que vous avez une mission. Moi, au titre de la commission des affaires étrangères et de la défense, si je vais en province voir une base militaire, j'utilise le train et j'utilise ma carte. Je passe pas mon temps à circuler en train, histoire d'utiliser un droit. Donc tout ça, c'est complètement de la fantasmagorie. Nous ne cessons d'être contrôlés. Nous remettons des déclarations de patrimoine plus d'une fois par an, pour peu que vous soyez maire, conseiller général. Votre patrimoine est maintenant sur Internet. On va bientôt nous demander d'afficher nos feuilles d'impôt sur nos boîtes aux lettres. Tout ça est parfait. Continuons dans ce sens-là. Moi, personnellement, je pense effectivement qu'il faut de la transparence, il faut de l'exigence morale. On peut aussi considérer que les parlementaires ne sont pas des voleurs et des malfaiteurs. Il y en a, ils ont été lourdement punis. Dans tous les groupes, ça existe, comme dans toutes les professions du reste. Et donc, je crois qu'il faut peut-être arrêter de se cacher derrière ces émissions qui rabattent de l'audience et qui veulent prétendre qu'on prend le train pour exprès utiliser le déficit de la SNCF. Il y a été encore sur cette question, effectivement, de l'accès au transport facilité pour les sénateurs. D'abord, peut-être une réaction de caractère général. Je pense qu'il faut faire très attention. C'est quand on attaque les institutions, la démocratie et les élus, c'est donc la démocratie elle-même qu'on attaque. Il faut faire très attention parce que qu'est-ce que l'on cherche au fond? Alors, il ne faut plus qu'il y ait de représentants du peuple. Donc, je pense qu'il faut vraiment... Est-ce que c'est un leader charismatique qui doit diriger le pays et pour le coup avec des contrôles qui seront plus discutables? Non, je crois qu'il faut faire attention à ça. En revanche, il faut anticiper sur un certain nombre de sujets en jouant à la transparence. Peut-être qu'il y a eu, et il y a encore manifestement des hésitations, il y a des réticences. Il faut lever ces réticences. Il faut prendre les sujets sur lesquels les problèmes sont là. On l'a dit sur les RFM, j'en vois pas beaucoup d'autres, et les traiter.
sur le train, enfin, ce qu'a dit Christian Cambon est très juste. Et l'avion? Oui, l'avion, c'est dans les limites de l'Hexagone. Dans les limites de l'Hexagone. Vous ne pensez pas qu'on va à Limoges pour le plaisir d'aller voir Limoges? Ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abus, notamment il y avait la possibilité d'aller outre-mer. Tout ça est fini. Enfin, genre, tout ça. Il y a depuis des années. Il y a eu beaucoup d'ordres de mis ces dernières années. Donc il reste encore des points à améliorer, mais regardons tout le chemin qui a été parcouru. Et s'agissant par exemple des résidences, moi je suis parlementaire depuis 1997, je loue ma permanence depuis cette époque, parce que j'imaginais pas une seconde que j'allais pouvoir, avec de l'argent de l'État, de m'enrichir personnellement, même si c'était modeste. Bon, après, on repose sur le sens éthique des élus aussi. Là, c'est un élément associé aux citoyens, regard citoyen, de poser des questions pour vérifier que les gens se conduisent. Et on ne remplacera pas tout par des règles. Je crois que c'est utile que les associations soient là aussi pour nous titiller, demander des explications qui sont légitimes. Alors David Galliot, sur ce que vous venez d'entendre, les sénateurs pointent le risque aussi d'un antiparlementarisme à force, c'est bien de contrôler et de tout contrôler. Alors, il y a plusieurs choses. Sur la capacité de transport des parlementaires qui sont des représentants du peuple et qui sont élus par leur circonscription et qui ont justement ce travail de devoir à la fois écrire la loi au Sénat à Paris et de reprendre des avis et d'expliquer leur travail en circonscription, il est évident qu'ils doivent se déplacer et qu'ils ont cette partie au moins à deux facettes dans leur travail qui est de s'assurer d'écrire la loi et d'expliquer et de prendre les avis dans leur circonscription, dans leur département. C'est une chose. Après, il y a toute la question de la transparence et notamment maintenant, la transparence est vraiment un sujet de confiance dans les institutions. Une démocratie où les citoyens n'ont pas confiance dans les différentes institutions, parce qu'il y a trop de choses qui sont cachées, parce qu'il y a des affaires qui sont levées sans être vraiment réglées. Il y a eu des questions sur les financements de campagne, sur les finances de groupes politiques. Les comptes du Sénat ou de l'Assemblée ne sont pas publics. Il y a juste un rapport résumé de la Cour des comptes qui est très agrégé, qui ne permet pas vraiment de voir ce qui se passe à l'intérieur. Ont malheureusement tendance à mettre le doute et ont vraiment malheureusement, et souvent à tort parce qu'on reçoit un certain nombre de sollicitations, tendance à créer des théories du complot de s'ils nous cachent quelque chose, il se passe quelque chose de gros. Il faut vraiment, notamment dans des instances qui possèdent du pouvoir et où le pouvoir, le pouvoir des assemblées est quand même assez gros, il y a un devoir de transparence pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'abus de ce pouvoir-là qui soit fait par les citoyens. Vous l'entendez, cette exigence de transparence de la part des associations? Moi, je vais même faire de la publicité pour votre site internet qui s'intitule nossénateurs.fr. Voilà. Qui recense notamment la présence, j'invite nos concitoyens à aller vérifier le travail de leurs sénateurs sur ce site, puisque tout est recensé. Nos questions écrites, nos questions orales, nos présences, les propositions de loi que nous faisons, tout est recensé et tout est vraiment quasiment millimétré. Alors, et du reste, c'est un thermomètre permanent de l'activité des sénateurs. Et moi, je pense que ce que les Français souhaitent, avant tout, c'est d'avoir des parlementaires qui travaillent. Car on sait très bien qu'on est dans des conditions beaucoup plus confortables que nombre de nos concitoyens. Mais au moins la contrepartie, c'est d'effectuer un véritable travail pour la nation. Justement, Christian Cambon, il travaille, mais il y a beaucoup aussi d'absents. Alors, que peut-on faire pour bien faire baisser cet absentéisme ici au Sénat? Écoutez, moi je vais donner mon sentiment. Je pense aussi qu'il y a, et je pense que le président Larcher va intervenir sur ce sujet. Il faut des sanctions financières pour les absents? D'abord, il y a une méthode de travail qui est à revoir. Il faudrait voir l'agenda d'un sénateur où il doit être régulièrement dans 2, 3 ou 4 endroits en même temps et parfois dans des organismes extérieurs qui se situent à Paris, en banlieue ou même au-delà. Vous pouvez devoir être en commission, vous devez pouvoir être en même temps en séance, vous n'avez pas le temps d'ubiquité et donc c'est l'organisation du temps de travail. Après qu'il y ait un dispositif de sanction, du reste nous on l'a adopté au groupe UMP, nous par exemple on a maintenant sur la dotation parlementaire, si vous n'êtes pas présent en commission, vous êtes sanctionné. Très bien, moi ça me va très bien. C'est la même chose au groupe socialiste, mais attention de ne pas tomber là encore dans la démagogie. Qu'il y ait un contrôle et qu'on puisse nous demander pourquoi vous n'étiez pas en séance, pourquoi vous n'étiez pas en commission et que le citoyen s'interroge, pourquoi pas. Alors regardez, aujourd'hui j'ai organisé un colloque sur l'industrie. Toute la journée on a débattu de l'industrie. J'étais pas en séance, j'étais pas en commission. Est-ce que je vais être pénalisé financièrement pour cela si on met en place une sanction financière? C'est absurde. Donc le contrôle politique et la transparence, oui. Si on transforme ça en contrôle avec une sanction financière, ça va peut-être satisfaire comme ça brusquement les gens, mais ils ne se rendent pas compte que l'activité des parlementaires ne se résume pas à la présence. Voilà. Et avoir un sénateur qui est en séance, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe, parce qu'il est obligé, je ne vois pas l'intérêt. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de ce débat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi à 22h. Vous retrouvez Sonia Mabrouk. Bonne soirée et à demain.